suis de l'association On va le savoir et aujourd'hui on va interviewer Rémi Lefebvre, professeur à sciences politiques et spécialiste du PS. Rémi Lefebvre, les primaires socialistes ont permis de dégager François Hollande comme candidat à l'élection présidentielle de 2012. Est-ce que des personnes comme Arnaud Montebourg, Manuel Valls ne vont pas jouer dans l'équipe de François Hollande des rôles de dissension? On pense par exemple à Arnaud Montebourg qui dénonce une corruption au sein de la Fédération du Nord. Est-ce que ça va pas jouer un rôle de dissension, Rémi Lefebvre? Alors, les divisions au PS, on peut dire que les primaires ont à la fois donné à voir les divisions, les divergences au sein du Parti Socialiste, en même temps ont tranché la question du candidat. Il y a eu un candidat qui était désigné par près de 3 millions de sympathisants de gauche, donc ça donne une légitimité incontestable au candidat. Alors, est-ce que pour autant ça supprime les divergences de sensibilité au sein du PS? Non, mais elles ont été tranchées. Et aujourd'hui, bon, par exemple, on sait qu'Emmanuel Valls est plutôt favorable à la TVA sociale que propose le gouvernement. François Hollande est contre. Mais en même temps, François Hollande peut dire, voilà, la TVA sociale, moi je suis contre et c'est moi qui ai la légitimité. Je pense, moi, que globalement, moi j'étais assez critique sur les primaires, mais je ne suis pas critique sur le fait qu'elles exacerbent les divisions du PS. Ma critique porte sur autre chose, mais c'est peut-être pas le lieu ici d'y revenir. Moi je pense que il y aura globalement une union des socialistes derrière François Hollande pour des raisons multiples, mais parce que aujourd'hui les socialistes ont tous collectivement intérêt à ce que François Hollande soit élu. Alors Arnaud Montebourg a émis des critiques, mais non pas sur le candidat. Il a émis des critiques sur la fédération, non pas du Nord, mais du Pas-de-Calais. Et à mon avis, voilà, c'était des critiques ponctuelles. Je pense, très honnêtement, je trouve que globalement, le camp socialiste est relativement, la cohésion du camp socialiste est relativement forte à quelques mois de l'élection présidentielle. Donc on a bien compris que les primaires socialistes ont révélé de multiples facettes, mais que François Hollande était le leader pour l'élection présidentielle de 2012. On va revenir peut-être sur les élections présidentielles, ça se déroule fin mai. Est-ce que, en attendant fin mai, la situation ne va pas être bloquée? Et l'adage qui rappelle qu'aucune décision n'est prise en attendant les élections, on peut voir pour intention électoraliste, est-ce que l'UMP, le gouvernement en place, ne va pas bloquer la situation, ne pas prendre de grandes réformes qui pourraient, si c'était le cas, lui faire perdre des voix? Alors, la question que vous me posez, c'est au fond, est-ce que l'imminence d'une échéance électorale de premier plan bloque l'action publique? Il est évident, alors vous citiez un adage un peu populaire, en sciences politiques, en politique publique, il y a des théoriciens qui parlent de blame avoidance. C'est-à-dire que blame avoidance, c'est éviter le blâme électoral. En général, un parti politique, lorsqu'il est au pouvoir, il évite de prendre des mesures impopulaires avant les élections. Hein, alors je dois dire que la conjoncture actuelle, elle modifie un petit peu la situation dans la mesure où on est dans une crise économique extrêmement grave qui oblige les gouvernants à agir. Hein, il y a une espèce de contrainte d'action et de volontarisme, au moins d'affichage forte parce qu'il y a cette crise. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, Nicolas Sarkozy joue très clairement sa stratégie de campagne aujourd'hui, c'est de jouer la figure du capitaine au milieu de la tempête. Hein, donc il est condamné à agir parce que un conseiller de Nicolas Sarkozy a dit dans la presse si on ne bouge pas, on est mort. Hein, c'est-à-dire ils sont condamnés à agir parce que Nicolas Sarkozy est très impopulaire et donc il doit et sa carte c'est de jouer le rôle présidentiel jusqu'au bout, d'apparaître comme celui qui est en situation, qui ne fait pas campagne, qui est dans l'action et pas dans le discours, à la différence de François Hollande. Forcément, il ne peut pas être dans l'action vu qu'il n'est pas gouvernant. Et donc là, on est dans une situation très étonnante parce que, par exemple, Nicolas Sarkozy a annoncé deux choses pour avant l'élection présidentielle. Il a annoncé la TVA sociale, qui est une mesure extrêmement, vraiment une rupture très forte qu'il voudrait faire passer avant l'élection présidentielle. Et puis il y a le projet de traité européen. Donc on est dans une situation où la prochaine campagne présidentielle, la campagne présidentielle actuelle, va être dominée par l'actualité aussi et par les politiques publiques que vont mener le gouvernement. Est-ce que le quotient familial, comme grande réforme de la gauche, est injuste, juste? Les reproches de la droite sont justifiés?
Alors moi, mon propos en tant que professeur de sciences politiques, c'est de ne pas dire si une mesure est bonne ou pas bonne. Hein, mon propos, c'est de l'analyser la plus objectivement possible. Qu'est-ce qu'on constate avec le quotient familial? C'est une vieille règle de la fiscalité en France, globalement, et c'est une règle qui a des effets assez anti-redistributifs sur le plan social. C'est-à-dire que plus vous gagnez d'argent et plus vous avez des enfants, moins vous payez d'impôts. Hein, or aujourd'hui il y a très fortes inégalités fiscales, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une tendance des classes supérieures à payer de moins en moins d'impôts. Alors on peut juger que c'est bon ou c'est pas bon. Si on est de gauche, on a tendance à plutôt penser que c'est pas bon. Et donc ce que souhaite François Hollande, c'est que la politique fiscale soit plus favorable, pénalise un peu plus ceux qui gagnent plus d'argent. Hein, donc ça c'est clair que cette réforme sur le quotient familial que propose François Hollande va amener des familles de classe supérieure qui ont un haut niveau de revenus avec des enfants à payer plus d'impôts. Alors après, est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est pas opportun, c'est le débat politique. Aujourd'hui, la difficulté pour le PS, en termes de stratégie, c'est à qui s'adresse le PS. Et la question, c'est les classes moyennes, quel est l'électorat aujourd'hui du PS? C'est très difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PS est plutôt un parti de classe moyenne. Le risque, en prenant cette mesure sur le quotient fiscal, c'est de perdre une partie de l'électorat des classes moyennes supérieures. Voilà. Donc c'est vraiment une question très importante en termes de stratégie électorale. Bon, je voudrais quand même remarquer, je terminerai par là, que la réforme de François Hollande ne fera augmenter les impôts que pour les foyers, les familles où il y a un revenu mensuel de plus de 4 000 euros. C'est-à-dire qu'on est très clairement très au-dessus des classes moyennes. On est plutôt dans les franges supérieures du niveau de revenu en France. Très bien, donc vraiment pour l'élection présidentielle, on voit les sondages donnent François Hollande gagnant à l'élection présidentielle. Est-ce que la multiplicité des candidats à l'élection, on a beaucoup en ce moment, on pense à Hervé Morin, François Bayrou, Dominique Villepin, enfin, de tout le bloc centriste, ou même à l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça disperse pas les voix pour François Hollande, les électeurs de gauche? Alors, la dispersion des candidats de gauche au premier tour. Alors c'est une vieille question. Hein, depuis 2002, 2007 et 2012, il y aura plusieurs candidats à gauche. Hein, il y aura peut-être 2 candidats d'extrême gauche. Hein, NPA et Lutte ouvrière. Il y aura peut-être Jean-Pierre Chevènement qui sera candidat, donc là il y a une hypothèque. Il y aura un candidat écologiste. Il y aura Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas communiste mais qui a fait alliance avec le Parti communiste. Il y aura François Hollande. Alors est-ce que ça c'est mauvais pour la gauche d'être dispersée au premier tour? En 2002, on peut penser que la dispersion à gauche a été un des éléments explicatifs du 21 avril 2002, c'est-à-dire de la non-qualification de Jospin au second tour. Bon. Un des éléments, mais pas le seul, hein, puisque c'est aussi le fait que les cadres populaires avaient peu voté pour Jospin qui expliquait cette non-qualification. Ça crée une situation de division. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon vitupère contre le Parti socialiste. Est-ce que c'est forcément mauvais pour le Parti socialiste? J'allais dire non si le PS passe le premier tour, hein, dans l'hypothèse où c'est le PS qui serait au deuxième tour. Hein, ce qui est, ça peut être aussi un autre candidat de gauche. Hein, faut pas être légitimiste. Bon, moi je pense que la difficulté, ça va être de rassembler la gauche au deuxième tour. Hein, dans la perspective du deuxième tour, ce qu'on observe, c'est qu'en 2007, même les électeurs qui avaient voté pour Besancenot au premier tour avaient voté très largement, majoritairement, pour Ségolène Royal au deuxième tour. Je pense que les reports de voix de la gauche du premier tour sur le candidat si les socialistes au deuxième tour seront plutôt bons. Une des autres questions, c'est comment l'électorat centriste de François Bayrou va se reporter au deuxième tour. En 2007, il avait majoritairement voté pour Nicolas Sarkozy au deuxième tour. On peut penser qu'il serait plus tenté par un vote Hollande que Sarkozy au deuxième tour de la prochaine élection présidentielle. C'est à voir, c'est un des enjeux de la campagne. On voit bien que François Hollande cherche à séduire ses électeurs modérés centristes. Le risque, s'il les séduit trop, c'est qu'il ne mobilise pas assez la gauche. Hein, donc on voit bien que François Hollande est écartelé entre une stratégie visant plutôt à mobiliser l'électorat modéré déçu par Nicolas Sarkozy et en même temps la nécessité au premier tour de l'élection présidentielle de mobiliser son camp, hein, de mobiliser les électeurs de gauche avant de rassembler au deuxième tour.